Les bacs blancs se sont fraîchement terminés récemment, et je suis tellement abattu que mes cernes n'ont rien à envier aux tâches des pandas. Enfin bref, après avoir péroré sur le fiasco monumental que c'est, il est enfin temps de rendre à César ce qui est à César, à commencer par cette terrible épreuve qui aura fait couler du sang et des larmes. Je parle bien évidemment de la splendide épreuve de physique-chimie. Alors dans un effort ultime de dévotion et de sacrifice de soi, couplé à une persistante envie de vulgarisation et de prendre des choses sérieuses avec une légèreté d'esprit similaire à celle de l'hélium, je me suis amusé, enfin amusé c'est un bien grand mot, à réattaquer le sujet de physique-chimie avec l'aide d'une IA, afin de revérifier mes résultats, afin de vous proposer ma version du corrigé de cette épreuve. Pour éviter que cette vidéo ait l'effet d'un laxatif et pour ne pas transformer cela en un surérogatoire cours de spécialité, on va diviser la vidéo en 3 parties. On va tout d'abord parler du sujet dans sa globalité, qui est là d'ailleurs, de son niveau de difficulté et de la croisade qu'on a dû mener pour pas se faire décapiter par ce dernier. Avant d'en faire une lecture rapide et diagonale pour badiner perdiquant sur les 3 exercices, et enfin attaquer réellement le sujet en faisant un résumé global du corrigé que je vous propose. En effet, si vous n'avez pas envie de vous tarter à lire 9 pages de corrigé et que vous voulez vérifier vos résultats avec du bon chiffre significatif, pour peu que vous n'ayez pas jeté votre brouillon, que vous ayez, ma foi, quelque chose de plus divertissant au global. Abordons donc dans un premier temps le sujet dans sa globalité. Éventrer un sujet de 15 pages, c'est loin d'être évident. Surtout quand ce nombre de pages est gargantuesque. Quand on voit le sujet de philo qui en faisait une demi, j'ai littéralement envie de rigoler. Enfin bref, après avoir compris comment se lisait cette couche d'isolant, on a découvert 3 exercices et bordel les chapitres s'il vous plaît. J'avais une sérieuse envie de me barrer de la salle. On était tous comme ça devant notre copie. Oh, les profs sur ce sujet, ils étaient autant en roue libre qu'une Renault Zoé sans freinage régénératif. C'est-à-dire que nous, on s'attendait à un peu de thermodynamique ou de mécanique des fluides un peu poussée, avec du Venturi, du Bernoulli, etc. À la limite, un petit peu de lunettes astronomiques, parce que pourquoi pas. L'exercice 1, c'était purement de la cinétique, synthèse, mécanisme fractionnel. La moyenne sur le devoir était plutôt bonne, visiblement. Ils ont décidé de l'enterrer tellement profond qu'il faudrait un bulldozer pour ne serait-ce que cogner dedans un minimum. L'exercice 2, c'était des interférences, mais au lieu de la lumière, c'était le son dans un espèce de pot d'échappement à conique sec. Enfin, un moment fait pas chier mais une ligne directe. Et l'exercice 3 c'était le très tristement célèbre exercice sur le viscosimètre à chute de billes qui était abominable de l'année dernière jour 1 métropole et dont le titre a fait trembler toute la salle d'examen couplé à ce merveilleux son, le fameux « et merde » lors de l'ouverture de cette interminable ordalie. Cependant la couverture de sujet était plus abordable que celle du premier, elle était plus épurée, ce qui est possiblement bon signe. C'est déjà ça de prix. On va se pencher très rapidement sur les exercices pour que vous puissiez un petit peu comprendre où est-ce que le sujet tente de nous prendre par la main, quoique ça ressemble un peu plus à une clé de bras, mais bon. Et bien Taillot, c'est parti pour l'exercice 1. Alors, on a une définition chiante du lait, une définition chiante de lait yaourtière, une molécule qui est choc-barre, la recette d'un yaourt et une courbe random. Alors, on commence avec 4 questions préliminaires, où il fallait juste gratter du temps, mais c'était abominablement long comme préliminaire, c'était le long les plus chiantes de ma vie. Et une question de réflexion existentielle, c'est vrai qu'après un brevet où on devait savoir si monter l'escalier était confortable ou non, on devait savoir si le yaourt il était ferme ou brassé. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai une gueule à travailler chez Nestlé. Genre là, on doit faire un raisonnement d'une page pour conclure sur un yaourt qui donnera de toute façon la chiasse aux intolérants au lactose. Venez les gars, on va titrer un yaourt. La partie B se concentrait sur la synthèse d'un arôme d'ananas parce que c'est visiblement trop compliqué et pas assez dangereux d'aller distiller un vrai ananas, on va se faire chier à prendre de l'acide butanoïque et prier pour qu'il disparaisse à la fin pour former ce truc là. On commençait par d'autres préliminaires sur la nomenclature et sur le spectre infrarouge, c'est vraiment l'éclate de la vie. Puis après avoir tapé un drift de l'écrit vers les ECE, on devait analyser un protocole en justifiant l'utilisation de cyclohexane. Mais par pitié, c'était pas assez dangereux de l'acide butanoïque. Et tout ça pour avoir un rendement de moins de 70%. Bravo les gars, franchement W investissement, faut pas ouvrir une banque parce que je pense que j'investirais pas dedans. L'exercice 2 était juste chiantos, c'était littéralement un pot d'échappement avec le début du nom de Koenigsegg et on devait savoir si ce qui arrive en entrée était perçu en sortie avec un décalage de marche. Alors je suis pas sûr qu'une ligne d'échappement Koenigsegg soit aussi silencieux que ce tube qui était visiblement une expérience historique de découverte sans grande utilité, mais bon, au moins on ne conclut pas sur la fermeté d'un putain de yaourt. Et oh putain le basilic de Harry Potter. L'exercice 3 faisait vraiment peur, surtout pour ceux qui connaissaient déjà la réputation de cet exercice et qui l'avaient déjà préparé, avec une chute libre et des forces de frottement qu'on avait négligées toute l'année et que visiblement aujourd'hui on ne néglige plus. De l'équation différentielle, un passage à la limite de fonction, une combinaison entre la première et la deuxième loi de Newton, un calcul de viscosité et des statistiques. Non mais à ce point-là, c'est plus un drift, là c'est un hors-piste légendaire vers les mathématiques. Enfin bref, une fois plongé dans cet abject mélange, on pouvait naïvement dérouler le sujet en serrant les fesses pour le finir à temps, et en ayant une crainte rationnellement infondée du déluge qui arriverait à la question suivante. Et en fait, en se penchant un peu plus sur le sujet, on avait une manière de le voir, et on se rendait compte de quelque chose assez rapidement. Chaque exercice possédait des questions préliminaires qui ne demandaient pas de réfléchir pour peu qu'on ait une once de maîtrise du cours, et qu'on ait obtenu avec brio son année de grande section pour qu'on sache lire un texte ou à la limite un graphique.
Du genre les 4 premières questions de l'exercice 1, les 3 premières questions c'est de la lecture, et la 4ème question c'est une formule de cours. Les questions 6 et 7 de même c'est une application bête et méchante du cours. Dans l'exercice 2, les questions 1, 2 et 4 aussi. Et l'exercice 3, ce fameux exercice 3, une fois plongé dedans, c'est un imposteur. Ce n'est pas l'abominable exercice du bac de métropole 2025, jour 1. Bien que l'énoncé soit le même, cet exercice 3 nous fait découvrir quelque chose d'assez intéressant sur le sujet. Le sujet fait juste peur. En vrai, il est pas si infaisable que ça. Alors loin de moi d'exprimer l'idée qu'il était facile, il était pas facile, il est tout de même noté 3,7 sur 5 en difficulté par l'IA avec laquelle je me prépare. Mais encore une fois, comparé au sujet du bac de métropole 2025 jour 1, on est quand même encore un cran en dessous. Et on peut se démerder un minimum en connaissant le cours. Et quelque part, le fait que les préliminaires soient aussi longs que j'ai cru que la salle de classe était devenue une maison close, c'était assez rassurant. Certains sujets difficiles, notamment certains sujets de centre étranger, brisent réellement toute forme d'espoir. Et toute forme de « au moins je connais mon cours » pour laisser place à une intuition précaire alors qu'on se faisait tirer violemment par le sujet et qu'on était obligé de le suivre. C'est l'impression que donnait le sujet qu'on a traité. Mais une fois dedans, c'était quand même dur, mais pas impossible. Tellement que la majorité de la classe est sortie en seulement 3h15. Le sujet était équilibré avec un guidage qui était progressif. La seule question vraiment de réflexion où on n'était pas guidé, c'était le rock du titrage, assez classique et plutôt bien réussi lors des ECE blancs. Et le relifting de l'exercice 3, mais merci madame et monsieur les professeurs, parce qu'il était bien plus équilibré et bien plus intéressant que sa phase 1 originelle. Alors oui, c'était que des mathématiques, mais c'était pas des mathématiques chiantes et sans intérêt. Ça permettait réellement de comprendre comment ce concept de vitesse devenait asymptotique à partir d'un certain temps, et je suis pas au niveau de me dire que j'ai pris mon pied en le traitant, mais c'était correct, voire assez plaisant à certains moments si on lâchait pas le fil directeur de l'exo. En résumé, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet. Il faisait peur, mais en vrai il était plutôt, voire très bien équilibré, et ça en fait quasiment un sujet roi, pour peu que le niveau de difficulté du bac ne soit pas le même que celui du jour 1 de l'année dernière. Je me suis donc fait chier pendant toute la soirée pour vous proposer un corrigé relativement bien rédigé de ce sujet avec l'aide de l'ordinateur. Alors ayant été abattu par ce sujet le matin même mais voulant rédiger le corrigé à chaud, je me suis un peu lâché dans les commentaires j'avoue, mais faut pas oublier que cette chaîne est un réel cirque, donc c'est pas fondamentalement grave. Je vais pas m'éterniser sur les 9 pages que ce sujet comporte, le lien complet du corrigé est disponible juste là en description. On va juste voir question par question ce qu'il fallait mettre ou pas si vous avez la flemme de vous taper 9 pages de corrigé. On va donc attaquer l'exercice 1 de manière totalement condescendante. Dans la question 1, si on lisait l'énoncé, on voyait que la définition de la yaourtière était que la yaourtière c'est un truc qui chauffe et la température est un facteur cinétique. Bon, question préliminaire de base j'aimerais dire. Question 2, il fallait juste voir à quel moment on changeait de pente, puisque en fait la réaction commence à partir du moment où il y a un changement de concentration. Si c'est constant, c'est qu'il ne se passe rien. Donc on pouvait lire juste l'abscisse et on trouvait T égale 100. Question 3, fallait juste regarder la définition du lait et savoir qu'il comportait déjà de l'acide lactique et que même si l'acide lactique était un produit, il était déjà introduit de base. On avait la concentration initiale qui n'était pas nulle. La question 4, c'était tout simplement une question qui faisait appel au cours, où il fallait tout simplement poser ces grosses roubignoles sur la table avec la formule de la vitesse d'apparition. Et vu que de toute façon c'était affine, on n'avait pas à se casser la tête, fallait juste prendre le coefficient directeur. La question 5 était une question de réflexion qui frôlait la limite de ce qu'on pouvait nous demander en ECE. On se rappelait de notre incantation de manière rationnelle et justifiée. Donc à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques. On rappelle l'équation support de titrage, on fait un tableau d'avancement et ensuite on trouve CAVA est égal à CBVE. No shit, c'est la formule qu'on sait qu'il faut déduire de ce roc de titrage. Et ensuite on fait une application numérique chiante. On passe de la concentration à la concentration en masse et on la passe en décigrammes par litre qu'ils appellent le degré d'Ornick. On passe donc à 101 décigrammes par litre, donc à 101 degrés d'Ornick, 101 qui est compris entre 100 et 120. Donc après une démonstration de globalement une demi-page à l'ordinateur sans compter le tableau d'avancement, on conclut que le yaourt est de type brassé. Voilà, je sais pas à quoi ça servait de faire un titrage pour savoir si le yaourt il était dur ou pas, probablement parce qu'il était à la limite entre fermé et brassé, genre il était brassé mais pas trop. MDR débar, on a remarqué que le yaourt était brassé, mais un yaourt nature, visiblement ça ne plaît à personne et encore moins aux professeurs de physique-chimie, puisqu'on va donc aromatiser ce yaourt à l'ananas. Donc on nous demandait la formule topologique du butanoate d'éthyle, qui ressemblait à une espèce de... Je sais pas comment décrire ça en fait. Et on avait un groupe caractéristique qui était vraiment au milieu de la molécule, c'est vraiment le groupe caractéristique CW liaison OO entre deux chaînes carbonées. Genre vraiment le groupe il est au milieu. Et bien évidemment ce groupement caractéristique c'est le groupe ester, avec la molécule qui appartient à la famille fonctionnelle des esters. Bon, c'était pas
hyper compliqué. On se doute très bien que ce n'est pas un alcool. On lisait le petit tableau avec le spectre infrarouge, on analysait les bandes et on trouvait que on avait une bande large caractéristique du groupe OH des acides carboxyliques, donc la molécule identifiée, c'était l'acide butanoïque, un acide butanoïque qui va subir une transformation puisqu'on ne veut pas un yaourt à l'acide butanoïque, je pense que ça ferait de gros dégâts. Ensuite, il fallait rappeler encore une fois que la température est un facteur cinétique et en plus que l'acide sulfurique est un catalyseur. Donc en plus de l'acide butanoïque, on rajoutait de l'acide sulfurique, c'était pas suffisant. Tout ça dans le simple but d'accélérer la réaction, étant donné qu'on est des flemmards et qu'on a la flemme de patienter. On justifiait qu'on pouvait pas utiliser autre chose que le cyclohexane parce que notre ester il possède une solubilité moyenne dans le cyclohexane et très faible dans l'eau. Ce truc là qui est quand même vachement dangereux, il permet d'extraire l'ester de la phase aqueuse avec une extraction liquide, le truc qu'on a fait en première. On a secoué notre fameuse ampoule à décanter. En sachant que les densités étaient proportionnelles à la masse volumique, on comparait les densités, donc les masses volumiques, et le solvant le moins dense constitue la phase supérieure parce que forcément si c'est moins dense ça va flotter. Donc sur le schéma d'une ampoule à décanter, on mettait au-dessus la phase organique, donc avec le cyclohexane et l'ester, et la phase inférieure aqueuse avec l'eau. On refait un tableau d'avancement et on trouve que si la réaction est totale, le réactif est absent à l'état final, voilà. On fait une petite disjonction de cas en séparant l'hypothèse de l'éthanol limitant et de l'acide limitant, on applique une formule condescendante, on utilise une donnée de l'énoncé et on trouve que l'acide est le réactif limitant, donc étant donné qu'il n'y a que deux réactifs, l'éthanol et le réactif en excès, c'est QFD. Le rendement est le rapport entre la quantité de matière obtenue et la quantité maximale si la réaction est totale, on applique la formule, on retire n parce qu'il nous manque certaines données, on fait une application numérique, on trouvait 66%. On commentait le résultat avec les incertitudes et les pertes, etc. Mais aussi parce qu'on a supposé que la réaction était totale, alors que la réaction n'est pas totale. Ensuite, il fallait se rappeler la définition d'un intermédiaire réactionnel, mais étant donné qu'on a fait ce chapitre en 1h30, peut-être que la plupart des gens l'ont oublié, mais fallait quand même se rappeler parce que sinon on perdait le point sur la question. Et selon la sainte théorie des mécanismes réactionnels, la flèche courbe représente le mouvement d'un doublet d'électrons qui part d'un site donneur vers le site accepteur. Donc la flèche partait de l'oxygène vers l'ion H+, et pas l'inverse. Combien de gens ont fait l'inverse? Bon, nous avons désormais fini de purger l'exercice 1, on va désormais passer à l'exercice 2, et c'est reparti pour pléthore de questions préliminaires. Pour observer des interférences, les deux ondes doivent être cohérentes, elles proviennent du même générateur, donc forcément qu'elles sont cohérentes. Canal 1, il y a quelque chose, canal 2, il y a rien. Les interférences sont donc destructives. Alors beaucoup de gens, moi le premier, n'ont pas trouvé ça comme ça, mais en fait, la formule qui faisait le lien entre delta et D était trouvable en fait par le décalage. C'est-à-dire quand on décalait le tube mobile d'une distance de D, on avait le haut qui s'allongeait de D et le bas qui s'allongeait de D. Donc on avait la différence de marge qui valait 2D. C'était retrouvable avec la formule qui était donnée après. En trifouillant mathématiquement, on pouvait trouver en éliminant, mais voilà en fait comment fallait raisonner pour le trouver. On veut des interférences constructives, donc on va poser la formule suivante. Delta est égal à K lambda avec K appartenant à n étoiles, et en imbriquant les résultats comme dans des poupées russes, on trouvait cette formule qu'il fallait démontrer. On remplaçait cette formule là avec une application numérique et on trouvait 351 mètres par seconde, ce qui est totalement cohérent. Python c'était très chiant, mais en gros le concept du programme Python c'était de calculer une moyenne, étant donné qu'avec la loi des grands nombres, plus on fait une moyenne expérimentale, plus ça tend vers la valeur théorique, et ça permet donc d'avoir une valeur finale qui est plus stable. Et dans la question 8, en retournant la formule qu'on connaît, on obtient alors lambda est égal à V sur F, donc en langage Python, ça faisait lambda est égal à V son slash F. Là, il y a maintenant l'exercice 3, qui était pour moi l'exercice le plus intéressant, mais aussi le plus chiant. Mais on ne pouvait pas faire un sujet de physique-chimie sans sortir cette sainte formule, cette immaculée incantation du saint Isaac Newton. Donc dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on étudiait le système centre de masse G de la bille de masse M, et en faisant un bilan de force, la bille est soumise à son poids, la poussée d'Archimède, la force de frottement, on invoque la sainte deuxième loi de Newton, somme des forces égale MA, donc on obtient la somme des forces est égale à MA. La somme vectorielle des forces, puisque avec un passage aux valeurs, ça n'est pas la même chose. On rajoute donc les signes aux différentes valeurs qui étaient données, étant donné que l'axe était orienté vers le bas, on obtenait le poids est égal à mg, la poussée d'Archimède et les forces de frottement qui étaient orientées vers le haut, on mettait donc un moins. Donc avec la connaissance parfaite et irréprochable du cours, on avait alors l'accélération qui était égale à la dérivée de la vitesse sur le temps, et donc en imbriquant encore la formule dans les autres et avec un passage aux valeurs algébriques, on obtenait ceci. En lisant le graphique, quand la vitesse limite est atteinte, on avait une asymptote horizontale. Une asymptote horizontale, c'est-à-dire que la dérivée
de la vitesse, donc l'accélération, vaut 0. Donc quand on a une accélération qui vaut 0, d'après le principe d'inertie, le mouvement est alors rectiligne uniforme. Donc à V', on peut remplacer A par 0, donc on remplace tous les membres de gauche par 0 étant donné que c'est un produit. Et donc on isole K par une série de pirouettes mathématiques plus folles les unes que les autres, et on obtenait la formule qu'il fallait trouver. Petite équation aux dimensions, l'unité de K dans le système international est le kilogramme par seconde, je vais pas m'éterniser dessus. Et l'énoncé nous rappellerait très gentiment que la loi de Stokes nous donnait K est égal à 6pi fois la viscosité fois R. En refaisant une série de pirouettes mathématiques, on isolait la viscosité, et donc on avait la viscosité est égale à cette formule. La question 7 c'était globalement un remaniement de V est égal à D sur T mais avec d'autres valeurs, et la question 8 une application numérique de ce qu'on avait trouvé avant. Question 9 et 10 c'est des maths, on faisait globalement une moyenne, on enchaîne avec l'incertitude, on arrondit au chiffre significatif au-dessus, et on faisait un Z-score qui d'ailleurs nous donnait, avec les chiffres significatifs corrects, 1. Alors, ça m'étonne vraiment que un Z-score, sachant que je rappelle le contexte de l'exercice, c'était de la précision avec un matériel de lycée, donc qui est pas censé être précis de fou, et ben, même après plusieurs tentatives d'appel à l'aide à l'ordinateur qui travaille avec moi pour l'élaboration de ce corrigé, bah en fait on a tous les deux pas trouvé. C'est-à-dire que, est-ce que c'était vraiment ça, je ne saurais pas vous dire. J'espère sincèrement que cette petite vidéo débrief vous a plu. Moi en tout cas ça m'a donné des futures idées pour des vidéos concernant le baccalauréat. Et j'espère que ce corrigé que je vous ai donné et cette dédramatisation un petit peu de ce sujet va vous être profitable pour le baccalauréat. Pour ma part, je pense que je vais sortir d'autres vidéos dans ce genre, surtout par rapport au bac de physique-chimie, parce que franchement c'est assez drôle en fait quand on prend le sujet de haut, de voir en fait à quel point des fois c'est assez frauduleux, pas aussi frauduleux que le TVI mais quand même un petit peu. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vais taper un coma, parce que je suis abattu, mon âme est vide après cette semaine intensive de bac blanc, et des deux autres prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet de mathématiques qui était absolument abconce, et le sujet de philosophie qui lui était bien plus intéressant, et qui mériterait je pense débrief entier.